commence les sessions de l'après-midi. Ah, l'après-midi, hein? Après un bon repas, d'habitude, bonne sieste. Hein? Ouais, c'est ça. Personne va dormir cet après-midi, là. On va s'arranger pour qu'il n'y ait personne qui dort, là. Je connais le défi. C'est difficile pour vous, comme auditeurs. C'est difficile pour nous aussi, là. Il y a quelques années, on est allé à Nashville, au Tennessee, pour une conférence. Puis dans l'après-midi, à 1h30, c'était Larry Crabb qui était conférencier, là. Vraiment bon, là. Et, il a débuté la session en disant « Prions, mon Seigneur, maintenant on se prépare à dormir. » Puis tout le monde il a dit tout haut ce qu'on pensait tout bas, là. Mais personne ne va dormir, là. Quand j'étais professeur, j'avais des effaces, là. Puis si quelqu'un dormait, là, non, c'est ça, juste à côté, là, OK? Pas sur la personne, mais tchou, juste à côté. J'ai pas d'efface avec moi cet après-midi, là, mais on va garder ça vivant pour qu'il y ait personne qui dort cet après-midi. On veut savoir qui est ici, très rapidement. Je sais qu'il y a des gens de deux églises différentes, mais au niveau des couples, combien de temps que vous êtes mariés? Donc, très rapidement. On va commencer avant ça. Est-ce qu'il y a des personnes célibataires ici aujourd'hui? Levez la main si vous êtes célibataire. 1, 2, 3, 4 personnes. Je vous félicite. J'ai dit tantôt que nous sommes invités chaque année d'aller dans les écoles bibliques. C'est pour enseigner ça avant le mariage. Ça, c'est le meilleur temps de l'entendre, là. Puis, les personnes qui organisent des conférences nous demandent tout le temps est-ce que les célibataires sont les bienvenus? Plus que bienvenus. Donc, félicitations. Si vous êtes dans ce qu'on appelle, pour nous, Cathy et moi, les nouveaux mariés, 0 à 5 ans, levez la main si vous l'avez. Wow! Encore, fantastique. C'est un haut pourcentage là, qui ont levé les mains. Là. Souvent, dans les églises, c'est des couples de 20 ans et plus qui viennent, puis les nouveaux disent « Oh, je n'ai pas besoin de ça. » Donc, fantastique, là. C'est bien. 5 à 15 ans. 5 à 15 ans. Levez la main. Ouais, probablement la majorité. J'espère la majorité. C'est bon, c'est une grande tranche. 15 à 25 ans, levez la main. Oh, pas beaucoup. 15 à 25 ans. 25 à 35 ans. 25 à 35 ans. Plus que 35 ans, levez la main. Oh! Là, on va y aller tranquillement. Là. Plus que 45 ans, levez la main. Oui? Combien d'années? 46. 46. Combien d'années de mariage? 52. 52. Vous venez de gagner un livre gratuit, là. 52 ans de mariage, là. Avant que l'amour ne meure. On va vous en parler tantôt. C'était écrit par le couple qui a fait notre thérapie. Et dans notre humble avis, c'est le mariage, c'est le livre le plus complet, le plus direct, le plus simple sur le mariage, là. On a vendu plus que 1000 copies là, dans les 4 dernières années, là. Et on a des copies à vendre ici. Vous l'avez gagné. Les autres, il faut l'acheter. Souper Valentin, il y a 2 ans à Disraeli, on a fait ça. Puis quand on a fini, je pense que les gagnants, c'était 57 ans, là. Puis il y a un couple à peu près de notre âge. Le gars, il dit, un instant, il lève la main, il dit, 64 ans. Il dit, 64 ans? Il dit, oui, 32 L, 32 mois. On paye. C'est 52. Cet après-midi, la session, avant et après la pause, toute l'après-midi, est dédiée au sujet comment répondre aux besoins émotionnels
de mon époux, de mon épouse. Comment répondre aux besoins émotionnels? Pour l'introduire, pour être patient, il faut nous donner 45 secondes pour un changement de costume. Ninja. T'en penses? Les amis, le 2 mai 1981, le jour de notre mariage à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Quand Cathy et moi, on s'est présentés là devant Dieu, devant nos familles, devant nos témoins, pour célébrer notre mariage, quand le pasteur nous a posé la question, est-ce que tu prends cette femme pour ton épouse légitime? Est-ce que tu prends cet homme pour ton époux légitime? Nous avons répondu en anglais, I do. I do. Ça veut dire oui, je le veux. Mais on aurait dû dire no clue. No clue. Ça veut dire aucune espèce d'idée de ce qui s'en vient. No clue. No clue. Comme Cathy a dit ce matin, on était jeunes, on était naïfs. Oui, on était sincères. Mesdames, je souligne ça pour vous, OK? Nous, les hommes, on est sincères à ce moment-là. Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui arrivent à cette étape-là juste pour se mettre en tuxedo puis se voir dans des photos la semaine d'après, là, OK? On était sincères, mais on était aussi très ignorants de la vie. Moi, à ce moment-là, je n'avais aucune idée comment aimer une femme. Personne ne m'avait enseigné comment aimer une femme. L'Église catholique que je fréquentais fidèlement dans ma jeunesse ne m'a pas enseigné comment aimer une femme. Mon père ne m'a jamais enseigné comment aimer une femme. Les gens voulaient nous aider, Hollywood, les Beatles, all you need is love. Et comment les boys, c'est superficiel votre affaire, là, il me semble que ça prend plus que ça, là, OK? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer une femme? Pourtant, dans mes vœux, je viens tout juste de dire à Cathy, je vais t'aimer, je vais te chérir. OK? Mais je ne savais pas comment aimer une femme. Après notre mariage, j'ai essayé d'aimer Cathy de toutes sortes de différentes façons. J'essaie d'aller chercher le cœur de Cathy, là, de toutes sortes de manières, de toutes sortes d'activités, de toutes sortes de... Cathy, il y a du monde nerveux ici aujourd'hui. Effectivement. Je ne l'ai jamais échappé. Là. Oh, il y avait cette fois à Trois-Rivières, là, quand je chante. Je ne l'ai jamais échappé. J'ai essayé de chercher le cœur de Cathy là, par mes paroles, par mes actions, par tout ce que je faisais. Et la majorité du temps, je peux vous dire que je manquais son cœur. Dans le mercredi de notre semaine de thérapie, notre conseiller Larry m'a regardé dans le blanc des yeux et a dit, Jerry, est-ce que tu réalises que ton comportement au sein de votre mariage fait violence sévère à deux des besoins émotionnels les plus importants dans le cœur de Cathy, soit la sécurité financière et l'honnêteté. Je me suis avancé légèrement dans ma chaise et je lui ai dit, tu connais les besoins émotionnels de ma femme, toi? Tu veux connaître les besoins émotionnels de ma femme? Tu l'as rencontrée pour la première fois avant-hier. Il a dit, exact. Il a dit, lundi, vous avez raconté votre histoire toute la journée de comment vous êtes rendu à ce point de crise. J'ai dit oui. Il a dit, Cathy a parlé pendant 4 heures le matin. J'ai dit oui. Il a dit, quand elle parlait, je l'écoutais. J'ai dit, ça veut dire que j'écoute pas ma femme. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, ça veut dire que je ne connais pas ma femme. Il a dit, c'est vrai. Et dans le restant de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, les 3 jours, ils nous ont enseigné comment répondre aux besoins émotionnels l'un de l'autre. Et les amis,
cet enseignement-là, cette connaissance-là, cette vérité-là, dans ma vie, était l'équivalent qu'un aveugle qui retrouve la vue. C'était si frappant que ça. Pendant toutes les années, là, j'ai essayé d'aller chercher le cœur de Cathy, passer dans le vide tout le temps. Et là, avec cet enseignement-là, Cathy m'a dit ceci. J'ai dit, voici mon cœur, Jerry, voici qui je suis, voici comment moi je comprends et comment je perçois l'amour. Est-ce que tu peux m'aimer de cette façon-là? Voici mon cœur, voici qui je suis, voici comment je comprends et que je ressens l'amour. Est-ce que tu peux m'aimer de cette façon-là? Et elle m'a expliqué comment elle voulait être aimée et c'est quoi que ça voulait dire. Je peux vous dire, les amis, là, avec cette information-là, là, je suis devenu la Guillaume Tell des maris. Okay? Pow, 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 bullseye chaque fois, là. Voyons donc! C'est-tu facile, ça, là? Après 28 ans, là, de tâtonnage, là, d'essayer de faire n'importe quoi, là, elle me dit, peux-tu m'aimer de cette façon-là? OK? Ça, c'est comme tirer des poissons dans une barille, là. C'est facile, là. C'est direct devant toi, là. Ça me fait penser, là, à la fameuse histoire, là, OK? Que le gars, il dit, il faut que j'aime ma femme. Parce qu'il y a seulement 3 façons d'aimer une personne. Seulement 3 façons. La première façon, c'est en suivant une formule générale. OK? Une part, le modèle de mes parents, une part Hollywood, une part ce que grand-maman a dit, une part des Beatles, une part... Puis, bon, avec une concoction de même, là, je vais essayer de l'aimer, là. La majorité du temps, là, on va manquer le cœur de l'autre personne. La deuxième façon, c'est d'aimer la personne de la manière que nous autres, on veut être aimés. Et savez-vous quoi? En faisant ça, on manque son cœur aussi. Parce que ça, c'est important pour moi. Parce que ça, c'est l'amour pour moi. Mais je vais l'aimer de cette façon-là. Mais c'est possible qu'on manque complètement le cible. La troisième façon et la seule façon, voilà, c'est d'aimer la personne comme la personne veut être aimée. Cet après-midi, on va prendre ce principe-là. On va vous le montrer avec nos exemples à nous. Mais vous, vous allez prendre la vérité qu'on vous enseigne et vous allez l'appliquer à votre mariage comme ça fit pour vous. OK? Parce que chaque mariage est différent. Si vous allez dans une conférence de mariage à un moment donné, puis les gens en avant disent, voici comment ça marche un mariage. OK? Je vous donne le droit de quitter. OK? Quitte. Puis en quittant, vous pouvez dire, Jerry m'a donné le droit. OK? Quitte. Parce que c'est pas vrai qu'un mariage fonctionne comme ça. Tous les mariages sont différents. Et il faut prendre la vérité, mais l'appliquer à votre mariage comme ça fit pour vous. Ça va être très clair à la fin de l'après-midi. OK? Oui, c'est ça. J'allais dire tantôt, là, c'est un petit skit qu'on a inventé, là, OK? Mais il y a beaucoup de vrai là-dedans, là. Le gars, il est marié depuis 6-7 ans, puis il dit, il me semble que ça prend un peu de piquant dans la relation, il faut aimer ma femme. Fait que, il était à la librairie chrétienne un jour, puis, regardons ça. Romance 101. Pas pire, ça? 101 façons créatives d'aimer ta femme. Il l'achète. 4,90, même pas cher. Là. Il l'achète à cachette, là, il met ça dans sa poche, elle ne sait même pas qu'elle l'a. Là. Fait que là, quelques jours plus tard, il ouvre ça. Numéro 69. Achète-t-il des fleurs? C'est pas pire ça. OK? C'est marqué là, OK? Pas sa fête, pas la fête des mères, pas l'anniversaire de mariage, un jeudi, nowhere, OK? Achète des fleurs. Ah, bonne idée. Après le travail, il fait un détour, OK? Il arrête chez le fleuriste, achète une douzaine de roses. 68 $, OK? 68 piastres, OK? Il arrive là, sur le trottoir, il est tout fier de son coup. Oh, je suis le meilleur mari au monde. Il rentre, chérie, regarde, je t'aime. Oh, merci. Puis elle prend les fleurs, elle les laisse sur la table, elle les sort pas
de la plastique, du plastique. Elle ne les met pas dans une vase. Le lendemain, ils sont encore sur la table. OK? En passant, c'est un skit inventé, mais ça c'est vrai, dans notre couple. Là, OK? Si j'achète des fleurs pour Cathy, là, le lendemain, là, ils ne sont même pas déballés, là, ils sont là, OK? Pourquoi Cathy? Oui. Pour moi, je vois ça comme une perte d'argent, que je me dis ça dure une semaine, puis tu n'as rien qui reste après ça. J'ai dit à Jerry, j'aimerais mieux avoir l'argent que je puisse aller magasiner puis avoir quelque chose qui va durer un petit peu plus longtemps. Acheter un beau chandail comme ça, là, chez lui. C'est ça. Oui, exactement. OK? Mais, notre fille Jessica, si Nick achète des fleurs pour Jessica, pendant une semaine, elle flotte. OK? Ses pieds ne touchent même pas. OK, elle flotte dans la maison. Oh, il m'aime. Puis là, elle dit, as-tu vu mes fleurs? Elle montre ça à tout le monde. Là. Elle passe devant 10 fois par jour. Oh, il m'aime. OK? Mais moi, je ne suis pas marié à Jessica. Je suis marié à Cathy. Nick doit aller chercher le cœur de Jessica. Et moi, je dois aller chercher le cœur de Cathy. Chaque mariage est différent. Mais dans le skit, on continue, là, elle n'a pas de réaction pantoute. On dit au baseball, prise 1. OK? Strike 1. Là, il attend. Bon, ben, là, il est passé dans le beurre, mais quelques mois plus tard, il dit, je vais donner une autre chance au livre. Numéro 96. Achète-y des chocolats. Ah, bonne idée. Des tours chez Laura Secord, OK? Pas juste des... régulier, là, tu sais, le chocolat suisse, blanc, le whatever, là, the best, là, OK? Et achète ça. Chérie, je t'aime. Merci. Puis elle met ça sur la tablette. Même réaction. Prise 2. OK? Strike 2. Ça va pas bien, là. Attention à la belle coupe sur le coin extérieur de la plate, là. Fait que, bon, ben, au moins, je vais donner une dernière chance, là. Je suis 0 en 2, là. Numéro 17. Donne-y un massage des pieds. Oh! C'est bon, là. Fait que, vendredi soir, il met un film dans la vidéocassette, dans la télévision, là. Il y a un feu dans le foyer, là. Il commence à regarder le film. À mi-chemin du film, chérie, approche-toi ici, là. Elle se met à côté, là. Elle enlève les bas, puis pour le restant du film, là, il va y masser les pieds. Il est tout fier de lui, là, OK? Une semaine plus tard, il y a une tension, là, les voix montent, là, il y a une chicane, là, puis dans le milieu de la chicane, il dit « Puis t'apprécies même pas des choses que je fais pour toi, là. Je t'achète des fleurs, je t'achète des chocolats, puis je te masse tes pieds. » Mais tu dis que j'apprécie pas, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu as fait tout ça, là. Elle dit, moi, là, je suis allergique aux fleurs, je veux perdre du poids, je veux pas avoir des chocolats, là, puis j'haïs qu'on me touche les pieds. Vous serez surpris de voir le nombre de mariages qui fonctionnent comme ça. En suivant une formule générale, on va manquer des cœurs l'un de l'autre. Dans cette session-là, on va vous essayer à découvrir votre propre cœur et à l'expliquer à l'autre personne. Voici qui je suis, voici comment je ressens l'amour. Est-ce que tu peux m'aimer de cette façon-là? C'est drôle, hein? Pendant qu'on était en crise, on n'est pas stupide, là. On a crié à l'aide autour de nous, là. On a crié à l'aide aux anciens de l'Église, à des conseillers à Montréal. Personne ne savait comment nous aider. Personne. On est allé chercher de l'aide, là. Ça donnait absolument rien. Des fois, les sessions, là, moi, je chialais 1 heure sur Cathy chialait 1 heure sur moi, puis ensuite, les gens disaient, ben, prions. Puis, on a prié. Ils ont mis un band-aid sur une plaie, là, qui saignait, puis ils quittaient, là, puis il n'y avait rien qui a changé, c'était même pire. OK? Fait que quand on est revenu de notre thérapie, on est allé voir ces mêmes personnes-là. Hé, Luc, est-ce que tu réponds aux besoins émotionnels de Chantal? Besoins émotionnels? C'est quoi ça? De quoi tu parles? Ah! Hé, Michel, est-ce que tu réponds aux besoins émotionnels de Monique? Besoins émotionnels, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un sujet inconnu dans nos églises ici, là. Vraiment, là. La majorité des personnes essaient de suivre une formule générale. Ah, ça doit être l'amour, je dois l'aimer comme ça. C'est pas comme ça. Il faut le personnaliser dans chaque cas.
OK? C'est ce qu'on va faire pour vous cet après-midi, vous montrer comment faire ça. En passant, on parlait de la prière, là, que les gens prient pour nous. La prière, c'est efficace. Donc là, si vous pouvez faire rien d'autre, puis vous ne savez pas quoi faire avec le couple, priez pour eux, ça va avoir un effet. Ici, on va parler de base biblique, de ce qu'on enseigne ici. En Philippiens 2, chapitre 2, verset 4, c'est marqué que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts seulement, regarde à ceux des autres. Encore une fois, comme Colossiens 3,13 que j'ai cité ce matin, ça c'est un verset que je trouve s'applique parfaitement au mariage. OK? Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. Je vais le mettre dans le contexte. L'apôtre Paul, il est en train de parler de Jésus. Il dit, ayez en vous la même attitude qui était en Jésus-Christ. Au verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. C'est l'attitude de Jésus qu'il avait. Est-ce que Jésus a mis nos intérêts avant ses intérêts? Oui, bien sûr. Là. Jésus n'avait aucun intérêt de venir ici-bas. OK? Aucun intérêt. Il chillait avec le Père au ciel. Ça, c'est pas pire, là. OK? Il était bien. Et il est venu ici se naître parmi les animaux puants, marcher avec des disciples qui ne comprenaient pas combien de temps que je dois vous expliquer. Okay? Il n'y avait pas d'intérêt, mais il a mis nos intérêts avant ses propres intérêts. Et ça décrit le mariage. Mais quand on regarde ce verset-là, on l'applique toujours à nos relations interpersonnelles dans l'Église. Ah oui, c'est vrai, je devrais mettre les intérêts de Jeanne avant mes propres intérêts. Oh, je devrais mettre les intérêts de mon frère avant mes... Mais ce verset-là s'applique au mariage bien avant que ça s'applique à n'importe quelle autre relation. C'est ça la définition du mariage. Mais les gens se marient aujourd'hui avec l'attitude, qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que je vais recevoir? Notre fameux fils Tim, il sait que je le dis dans chaque conférence, il a vu la vidéo, il a dit, papa, c'est correct, vas-y, là, je suis à l'aise avec ça. Là. Il y a à peu près 5 ans, quand il avait 26 ans, je lui ai dit, Tim, avance en âge un petit peu, là, est-ce que tu as l'intention de te marier un jour? Il a dit, ben oui, je dis, c'est bien. Quelle est ton approche, ton attitude, tes attentes là-dedans? Il a dit, what's in it for me? Qu'est-ce que je vais recevoir de ça? Elle est mieux d'être ci, ça. J'ai dit, marie-toi pas. Marie-toi pas. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est de servir l'autre personne. C'est de mourir à soi-même puis de mettre les intérêts de l'autre personne avant mes propres intérêts. Donc, on vous montre la base biblique. Ensuite, Cathy? Ensuite, dans Galates 5,13, c'est marqué « Soyez par amour serviteurs les uns des autres ». Il y a aussi d'autres versets en Matthieu 23,11 que ça dit le plus grand. C'est ça? Dis-le en français. Que celui qui peut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. C'est ça. 1 Corinthiens 13,4, ça dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 7,33, ça parle de celui qui est marié doit s'occuper des affaires du Seigneur, mais aussi des moyens de plaire à sa femme. Des moyens de plaire à sa femme, exactement. Et Genèse 2,18. Genèse 2,18, on l'inclut comme le dernier verset dans notre série de versets parce que il y a toujours une personne dans chaque conférence qui dit « Je ne comprends pas cette affaire-là, des besoins émotionnels. Là. C'est pas ça, là. Dieu répond à tous mes besoins émotionnels. Là. » Ah ouais? Moi, je ne crois pas ça. Dieu a créé le mariage pour répondre aux besoins émotionnels l'un de l'autre. Là. Et la preuve, c'est dans Genèse 2,18. OK? Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit « Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. » Et à un moment donné, au chapitre 2, il dit « Ce n'est pas bon. Il n'est pas bon. » là. OK? Savez-vous, quand il a dit « Il n'est pas bon, les femmes? » C'est quand il a créé l'homme. Oui, mais attendez là, OK? C'est vrai. OK? Quand il a créé les étoiles, c'est bon. Quand il a créé les animaux, c'est bon. Quand il a créé, c'est bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit, c'est pas bon. Mais mettez pas ça hors contexte. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé, je vais lui créer un vis-à-vis. Mais Dieu n'a pas juste fait pouf, puis la femme est apparue.
Il voulait que l'homme comprenne, que Adam comprenne. Donc, si vous vous rappelez bien du passage, il a fait un exercice avec l'homme. Hein? Les animaux ont paradé devant lui. Puis lui, il fallait qu'il les nomme. OK? Comment il a fait ça? Je ne sais pas. Castor, âne, OK? Hippopotame. Au ciel, je vais lui demander comment il a fait ça, là, parce que moi, OK, fini, là. Et quand le dernier a passé, il n'y avait aucun être parmi ces êtres-là qui pouvait satisfaire l'homme. Et c'est là, après qu'il a vu que non, pas ça, qu'il a fait endormir Adam, il a pris un côte puis a façonné la femme de son côte. OK? Et quand l'homme, il a vu Ève pour la première fois, savez-vous ce qu'il a dit? Il y a des chrétiens qui m'ont déjà dit que par la suite, Adam a dit, ah, voici celle qui va être haut de mes os et chair de ma chair, car elle était prise de l'homme. Okay. C'est pas ça qu'Adam a dit là, quand il a vu Ève pour la première fois. Quand il a vu Ève pour la première fois, il a dit wow! Haba haba! Alléluia! C'est ça qu'il a dit. C'est marqué dans l'hébreu, vous pouvez aller chercher là, ok? Je vous garantis que c'est ça que ça dit dans l'hébreu. Pensez-y, les amis, là, a été nus à ce moment-là, là, OK? OK? Dieu a créé le mariage pour qu'à l'intérieur de cette relation unique, qu'on puisse répondre aux besoins de l'un de l'autre. Mais on a viré le mariage en compétition, en chicane, en droit. Non, mais non, c'est pas ça. Et on a détruit l'institution de Dieu. Il faut revenir à la base qui est de répondre aux besoins les uns des autres. Quand on fait ça, là, OK, c'est une solution gagnante, là, que les deux le font, là. C'est vraiment la formule gagnante, là. Dieu ne peut pas répondre à tous nos besoins émotionnels. Ça fait des années que je le dis dans une conférence, puis une fois, là, en revenant d'un endroit éloigné, Cathy a dit, Jerry, on va changer la phrase. J'ai dit, ah oui? Peut-être Dieu, il peut, parce qu'il est tout-puissant, il pourrait répondre à tous nos besoins émotionnels, mais il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi une autre relation qui s'appelle le mariage. Et c'est ça qu'on va enseigner cet après-midi. Donc, c'est très biblique. Parce que la première fois que vous entendez ça, et vous prenez ça hors contexte, OK? Ça sonne très égoïste. Ça sonne très égoïste. Ben, tu dois répondre à mes besoins émotionnels, OK? Ça sonne un peu égoïste, l'affaire, là. Quand tu entends que Cathy avait un besoin émotionnel, ce que j'ai dit tantôt quand mes yeux étaient bandés, que Cathy a un besoin émotionnel de sécurité financière. J'ai dit ça là, OK? Si vous ne comprenez pas le contexte, là, vous pouvez penser toutes sortes d'affaires là, sur votre chaise. Là. C'est quoi son problème, elle, là? OK? Elle ne connaît pas la parole de Dieu qui dit qu'on devrait amasser des trésors au ciel et non pas sur la terre. Puis, c'est quoi? Elle ne connaît pas 1 Timothée, chapitre 6, que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Shame on you, mauvaise chrétienne. On peut penser n'importe quoi, mais c'est pas ça du tout. On va expliquer tantôt ce que ça veut dire son besoin émotionnel de sécurité financière. OK? Et de toute façon, vous allez voir qu'une fois qu'on a établi notre liste de besoins émotionnels, que Cathy a établi sa liste et que moi j'ai établi ma liste, ce que vous faites par la suite, vous échangez les listes et vous passez le restant de votre vie à répondre aux besoins de l'autre. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est de servir l'un et l'autre et d'aimer l'un et l'autre de la manière que la personne veut être aimée. Ça va? Donc, moi, j'ai la liste à Jerry, ses besoins émotionnels, comme vous allez voir tantôt, et je vais tenter de répondre à ces besoins-là. Donc, on va répondre à la question, qu'est-ce qu'un besoin émotionnel? Donc,
Donc, la définition dans vos feuilles, OK? C'est un besoin important qui contribue grandement à notre bien-être et qui est généré par notre profil de vie qui est unique à nous. C'est-à-dire nos expériences, notre personnalité, notre enfance, tout ce qui fait que moi, je suis unique ou que vous êtes unique, toi, tu es unique, OK? Donc, c'est un besoin important qui contribue grandement à notre bien-être et qui est géré par notre profil de vie qui est unique à nous. Mot-clé, comme Cathy vient de dire, unique. OK? Nous sommes uniques. J'étais professeur assez longtemps de savoir que si vous regardez là-bas et vous écrivez présentement, vous ne m'écoutez plus là. OK? Donc, je vais attendre. Allez, continuez là. OK? Un besoin important qui contribue grandement à notre bien-être et qui est généré à notre profil de vie qui est unique à nous. Je pense que ça, c'est le magic button pour l'instant. Ça va effacer ça. Peut-être. J'ose pas le faire. Là. Je pense que ça va être jamais. Ah oui? Je ne le touche pas là. OK? Les yeux en avant. Unique. Ce que ça veut dire? Ça veut dire le contraire de ce qui est enseigné dans beaucoup de livres et beaucoup de conférences, OK? On dit les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Cathy et moi, on ne croit pas à ça, mais pas du tout, OK? Que les hommes ont tous les mêmes besoins émotionnels, puis les femmes ont tous des besoins émotionnels. Ce n'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Quand on voit ces listes comme ça, là, OK, génériques, stéréotypiques, dans la liste des hommes, là, OK, numéro 1, en haut de la liste, toujours, c'est quoi? Sexe, OK? Toujours. Le sexe n'est pas mon besoin émotionnel numéro 1. Mon besoin émotionnel numéro 1, c'est l'encouragement. Ça, c'est mon besoin émotionnel numéro 1, OK? Je suis rentré chez un ami à Ottawa et sur le frigo, c'était marqué une petite affaire, là, c'était marqué des 5 besoins de la femme. Dialogue, blablabla, les 5 besoins de l'homme. Sexe, 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 OK? Je le trouvais pas drôle. Puis j'ai dit, c'est mon grand chum, je dis, je trouve ça pas drôle, là, OK? Je trouve que c'est une caricature qui est pas drôle. Et on renforce ça. Et la liste des femmes, là, numéro 1, en haut, là, dialogue. Besoin de parler, n'est-ce pas? Dans notre couple, là, c'est qui parle le plus? C'est moi qui parle le plus! C'est moi qui parle le plus. Ça c'est un besoin émotionnel chez moi, le dialogue. C'est même pas sur la liste de Cathy. Donc, si tu regardes ces listes-là, générales, stéréotypiques, et tu ne fites pas dedans, tu peux dire, je suis bien weird, là. J'ai peut-être des problèmes, puis je ne suis pas normal, puis tu commences à poser beaucoup de questions, puis on peut vraiment, là, OK, déranger des personnes avec ça, si tu ne fites pas là-dedans. Il y avait une femme qui est venue à une de nos conférences pendant une pause, là. Cathy était dans le couloir, elle a dit, il faut que je te parle. Cathy a dit, OK, elle a dit, vite. Elle a pris, là, dans un film, ça aurait été tellement drôle, là. Je pense qu'il y avait une vestiaire du concierge, là. Elle a dit, là-dedans. Elle a fermé la porte, là. Ils étaient là-dedans, là, avec une petite lumière, là. Puis elle a dit, merci. Merci d'avoir expliqué ça. Parce que moi, étant jeune, j'étais sportive, je faisais ci, je faisais ça, puis je ne fitais pas le moule là, que tout le monde disait. Et à cause de ça, j'ai viré en lesbienne. Parce qu'on m'a dit, « Ah, t'es pas correct, t'es pas ci, t'es pas ça. » Mais enseigne aux gens que c'est correct d'être toi-même. Que tu peux être la personne, c'est marqué là, qui est unique à nous. Nos expériences, notre personnalité, notre enfance. Regardez ceci. OK? Quelqu'un a dit tantôt, ça ne peut pas être eux autres, là. Ah oui, c'est nous autres, là. Okay? Oh, qu'on a l'air jeune là-dessus, là. Moi, je trouve que Cathy a l'air d'une fille de 13 ans là-dessus, là, OK? Puis qu'elle a mis la robe de sa mère, là, pour jouer au mariage, là. En tout cas, là, puis, on a l'air tellement jeune. Mais ça, c'est notre photo de mariage, mais c'est la même photo que tantôt, mais ce que vous n'avez pas vu tantôt, là, OK? C'est que chacun de nous, on a une valise dans cette photo-là, OK?
Puis on sort de l'église avec cette valise-là. Vous dites, ben oui, vous allez en lune de miel, c'est sûr que ça prend une valise. Non, 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 non. C'est pas pour la lune de miel, là, avec le linge sexy, puis tout ça, là, OK? Ce qui est dans la valise, c'est notre passé, notre bagage, notre personnalité, notre enfance, les valeurs qui nous ont été communiquées, toutes les expériences qu'on a vécues, là, ça c'est tout dans la valise. Puis on vient dans le mariage avec la valise. On amène ça dans le mariage, là, OK? Un profil de vie. Donc, c'est possible que les besoins émotionnels de Cathy soient complètement différents des besoins émotionnels de Jeanne. Et pourtant, on essaie de dire les besoins émotionnels de l'homme et les besoins émotionnels de la femme. Nous autres, on ne croit pas à ça. C'est des besoins émotionnels à toi. Vous êtes unique. OK? On utilise trop le mot unique pour décrire seulement une chose. Des flocons de neige. Des flocons de neige. Je pense qu'à l'école primaire, là, on m'a dit là, des dizaines de fois, là, savez-vous que tous les flocons de neige sont uniques? J'ai dit, ah ouais. J'avais 9 ans, puis j'ai dit, ah ouais. Il n'y en a pas deux pareils, là. J'ai dit, ah ouais, vraiment, là. Puis là, je grandis, là. On achète une maison à Terrebonne, puis là, il y a 2 pieds de neige dans le driveway, là, j'ouvre le châssis, je dis, tu vas me dire qu'il n'y en a pas 2 pareils là-dedans, là? J'ai de la misère à croire ça, là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'être humain, il n'y a personne qui est toi. Personne. Le psaume 139 dit, Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère et il nous a connus individuellement. Vous êtes uniques. Même si dans une conférence où vous allez à Montréal, puis quelqu'un vous dit, ah, tu sais, tu me fais penser à, et ça arrive à tout le monde, là, même si on fait penser à, on n'est pas l'autre personne. Même des jumelles, les jumeaux sont des personnes uniques. On est uniques. Donc, nos besoins émotionnels sont uniques à nous. Même les jumeaux identiques ou des jumelles identiques là, sont différents dans les expériences et dans différentes choses. Numéro... Oh! J'ai oublié tout ça, ce slide-là. Ça, c'est notre but. C'est de finir nos jours comme ça. C'est un couple qui, c'est le couple qui est marié. Sauf des fleurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On love les fleurs. Et aussi, il faut passer plus de temps au soleil si on veut les ressembler. Ce couple-là est marié depuis 82 ans. C'est le couple sur la planète présentement qui est marié le plus longtemps. Ils ont comme 102 et 100 ans respectivement. Moi, je dis, Cathy, là, 34 ans, là, on n'a même pas la moitié de fête, là, OK? Mais on veut finir, là, en beauté. Finir fort. Et quelqu'un m'a envoyé ça sur Facebook, j'ai dit, tiens, je vais te mettre ça dans les slides, là, OK? Je les trouve, là, tellement cute, là, la main dans la main, là, puis en amour, après 82 ans de mariage. Les besoins émotionnels, de quoi on parle? Affection, encouragement, honnêteté, sécurité financière, soutien familial, c'est simplement des exemples. Vous n'avez même pas besoin d'écrire ça. On va l'expliquer. C'est juste pour que vous commenciez à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par besoin émotionnel. OK? Deuxième question. Et pourquoi est-il si important d'avoir nos besoins émotionnels comblés? OK? Réponse à ça, c'est parce que c'est absolument vital pour notre bien-être et pour le bon fonctionnement, pour notre bon fonctionnement émotionnel. OK? Donc, pourquoi est-il si important d'avoir nos besoins émotionnels comblés? C'est absolument vital pour le bon fonctionnement, pour notre bien-être et pour notre bon fonctionnement émotionnel. OK? Ceux qui étaient à l'université, vous apprenez comment faire ça. Marquez vital, bien-être émotionnel, bien fonctionner. OK? On vous a dit ce matin qu'on ne va pas vous enseigner les choses théoriques, la théorie, là. Donc, ça, c'est la première fois qu'on vous donne une définition qui semble être, un peu théorique, là. Ce qui est écrit là, je vais le redonner une deuxième fois pour vous, là. OK? Cette fois-ci, dans un seul mot. Un seul mot. Et vous allez vous rappeler de ce mot-là, je peux quasiment vous garantir. OK? Et le mot, c'est
De l'oxygène. De l'oxygène. Dites-le ensemble. De l'oxygène. OK? Encore une fois. De l'oxygène. Quand les besoins émotionnels sont comblés, c'est de l'oxygène pour notre âme. On respire bien, on est bien. L'oxygène physique, est-ce que c'est important dans la vie? Pas mal, hein? Moi, je ne suis pas médecin, mais j'étais professeur d'éducation physique. Je peux vous dire que l'oxygène, c'est pas mal important. OK? Vous le prenez, tout le monde présentement, sans même y penser. Mais si ça vous manque, vous allez le savoir, n'est-ce pas? Oui. Et des fois, on voit ça dans la vraie vie, là, dans les hôpitaux ou dans les résidences pour personnes âgées. Il y a une personne qui manque d'oxygène, et là, le médecin, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Il donne un bonbon, OK, avec un tube, et là, on donne de l'oxygène pour que la personne puisse vivre, parce que sans cela, ils vont mourir, OK? Quand les couples viennent chez nous en difficulté et des larmes coulent sur les joues, la phrase qu'on entend à répétition, c'est « Je me sens étouffé dans la relation, je sens que je vais mourir. » Pourquoi? Parce qu'il manque de l'oxygène. Vous allez vous rappeler de ça parce qu'on va en parler souvent cet après-midi. Mais une fois on a eu une preuve de ça, là, on la répète, puis on la répète, puis on la répète, puis on a donné la conférence dans une ville, puis 1 an plus tard, on était appelé de retourner dans cette ville à célébrer un mariage. Puis pendant que j'étais dans la ville, il y a une madame qui a traversé la rue. L'autre côté de la rue, elle est venue dans mon visage, puis elle a dit « de l'oxygène ». J'ai dit « wow, ça c'est bon ». Elle s'est rappelée de ça, là, OK? Wow! Je ne savais même pas c'était qui la madame. Elle a dit « j'étais à votre conférence l'an dernier, de l'oxygène ». J'ai dit « ça c'est bon ». OK? OK? Cathy, dis ça. Si nos besoins émotionnels sont négligés d'une façon répétée durant une période de temps prolongée, nous allons consciemment ou inconsciemment faire une de deux choses, OK? Nous allons soit nous renfermer, OK? En anglais, c'est shut down. Nous allons nous renfermer ou nous allons nous retirer, OK? Withdraw. Puis souvent, peut-être vous avez déjà remarqué ça dans votre relation de couple, que vous dites quelque chose ou vous faites quelque chose, puis l'autre se renferme, se retire. OK? Ça, c'est une indication là, que probablement vous avez pilé sur cette tube d'oxygène-là. Parce que, suivez-moi, on donne de l'oxygène. C'est comme on a un tube dans notre âme, et quand Cathy répond à mes besoins émotionnels, elle donne de l'oxygène. Quand je fais ça pour Cathy, je lui donne de l'oxygène. Donc, si ça c'est vrai, que de répondre à un besoin émotionnel, c'est de donner de l'oxygène, le contraire est vrai aussi, n'est-ce pas? Et quand on ne répond pas aux besoins émotionnels de l'autre personne, c'est comme si on est en train de piler sur le tube d'oxygène. C'est ça qu'on est en train de faire. Et ça, une relation, là, ça peut durer un certain temps, là, quand l'autre pile sur le tube d'oxygène. Mais au bout d'un certain temps, quand l'autre pile sur le tube d'oxygène, you're killing me. Exactement. C'est ça qui arrive. Naïvement, par ignorance, pas méchamment, Cathy et moi, pendant bien des années, on pilait sur le tube d'oxygène, l'un et l'autre mutuellement. Le besoin numéro 1 de Cathy, c'est d'être importante et chérie. Ça, c'est son besoin émotionnel numéro 1. Pendant 27 ans de mariage, je communiquais à Cathy par mon comportement, même par mon attitude, que Dieu était important, l'Église était important, les enfants étaient importants, les alouettes étaient importants, le golf était important, tout était important sauf elle. Je pilais sur sa tube d'oxygène et j'étais en train de le tuer. Pas méchamment, mais par ignorance totale. Moi, mon besoin émotionnel numéro 1, c'est de l'encouragement. Pendant des années, Cathy a pilé sur cette tube d'oxygène. Cathy, pourquoi tu pilais sur cette tube d'oxygène? Moi, quand j'ai rencontré Jerry avait 20 ans, 19 ans. Hein? Et c'est ça, quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, une dans les premières fois, là, il parlait en public dans une église, il donnait une prédication. Et moi, je me suis dit, quelqu'un de jeune comme ça, qui est capable de parler en avant, qui est confiant, tout ça, là, j'ai dit, wow, c'est impressionnant.
Et j'ai comme conclu, je me suis dit, un petit peu plus tard, j'ai dit, si je donne l'encouragement à ce gars-là, qui est déjà très confiant de soi-même, je me dis, il va s'enfler la tête. Il ne passera pas par la porte double. Tu sais, il va vraiment devenir orgueilleux. Et j'ai comme conclu que ce qu'il faut que je fasse, il faut que je l'aide à être humble, que je lui montre peut-être les choses qu'il faut qu'il travaille dans sa vie. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je suis devenue très critiqueuse, en toujours pointant les choses. C'est fatigant, là, quelqu'un qui toujours te montrer les choses à faire et il n'y a pas d'encouragement. Donc, c'est très décourageant. Maintenant, suivez-nous. OK? Si tu es dans une relation et l'autre personne pile sur le tube d'oxygène sur une période prolongée, et ensuite tu rencontres une personne du sexe opposé qui répond à tes besoins émotionnels, tu es dans une position très dangereuse. Tu es très vulnérable. Et c'est comme ça que l'adultère arrive. OK? Nous avons un exemple classique de ça dans le film Fireproof. Combien de personnes ont vu ce film-là? Levez la main. À peu près la moitié, là, peut-être 2/3. Si vous n'avez pas vu ce film-là, procurez une copie puis regardez ça. OK? C'est un bon film sur le mariage. Là. OK? Le titre en anglais, c'est Fireproof. En français, c'est Fireproof. OK? Ça n'existe pas en français, ça existe en anglais avec des sous-titres en français. Fireproof, ça veut dire à l'abri du feu. C'est l'histoire d'un pompier. OK? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous donne juste le début du film. Ils sont dans un mariage au bout de 5-6 ans, là, ça ne va pas du tout dans leur relation. Puis on les voit dans la cuisine, ils sont en train de s'engueuler comme du poisson pourri, là, OK? Ils se crient l'un après l'autre, là. On a regardé le film de nouveau dernièrement, là. Puis émotionnellement, c'est quasiment difficile à regarder tellement qu'ils se crient dessus, là. C'est comme, ouh, wesh, OK? Puis là, il est en train de l'engueuler, là. Puis lui, il est dans toutes ses affaires à lui, là, OK? Son bateau, sa carrière, ses loisirs, la pornographie, il est dans toutes ses affaires, là, OK? Puis là, il est en train de dire à sa femme, t'es pas une bonne femme, puis tu fais rien, puis elle engueule, là. Elle est en train de mourir, là, émotionnellement. Dans le prochain scénario dans le film, elle est au travail. Elle est administratrice dans un grand hôpital. Elle est responsable pour l'hôpital. Puis elle est en train de manger tout seul à une table à midi. Puis un médecin s'approche de la table. Et comme dirait notre fille Rebecca, il n'est pas laid. Puis il s'assoit, il se tient à côté d'elle, puis il dit, tu manges toute seule? Elle dit oui. Il dit, est-ce que je pourrais manger avec toi? Elle dit, ben oui, assis-toi. Le médecin s'assoit, puis il dit, première chose qui sort de sa bouche, je veux que tu saches que c'est une joie de travailler dans cet hôpital, puis que nous avons le meilleur hôpital en ville. Et c'est à cause de toi, parce que toi, tu es la meilleure, et de l'oxygène, de l'oxygène. Pendant qu'elle est à la maison, là, elle reçoit de l'oxygène. Dans le prochain scénario dans le film, tu le vois enlever la bague de mariage, elle met ça dans le tiroir, elle retourne au travail, et elle est en train de dire, mon cœur s'en va vers une autre personne. Parce que c'est un film chrétien, et on savait que les enfants allaient regarder le film, ils ne couchent pas ensemble. Et dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Jeune pasteur, j'étais convaincu que l'adultère, c'était simplement une affaire de sexe. Et quand j'entendais parler, là, je voulais dire, amène le gars dans mon bureau, là, je vais te gifler. Okay? Je vais te gifler. C'est quoi ton problème, là? Okay? Pour moi, c'était juste une affaire de sexe. Aujourd'hui, je comprends que l'adultère, c'est pas juste le sexe. Ça commence au niveau du cœur, avec les émotions. Et si on veut mettre notre mariage à l'abri d'une relation extra-conjugale, la solution parfaite, c'est de savoir comment répondre aux besoins émotionnels l'un de l'autre. Okay? C'est très, très, très important. Cet enseignement qu'on vous donne est basé sur ce livre-là, qu'on a mentionné tantôt, Avant que l'amour ne meure.
Un bon titre, hein? Avant que l'amour ne meure. Avant que l'amour ne meure, vivre une relation qui comble nos besoins émotionnels. C'est vraiment très clair et c'est très, très, très important ce qu'on va vous expliquer cet après-midi, l'importance de comment le faire. On va être très franc, très honnête, très transparent avec vous cet après-midi. Dans l'année de notre tempête, Cathy et moi, nous avons commis l'adultère émotionnel, toutes les deux. Les chrétiens nous regardent et disent, c'est ça l'adultère émotionnel, OK? Ça veut dire que nos cœurs s'en allaient vers d'autres personnes. Et Dieu merci, ça n'a pas abouti dans une relation physique. Mais ça s'en allait dans cette direction-là, parce que tous les deux ont pilé sur le tube d'oxygène l'un de l'autre. Quand tu enlèves ton pied et tu apprends à comment aimer l'autre, là, on donne de l'oxygène et le couple est en santé. Ce sujet-là vraiment est cher à nos cœurs, pas seulement parce que qu'est-ce que ça fait dans nos vies, mais juste cette semaine, dans la Ligue de baseball de Jerry, j'étais assis dans les estrades à lui regarder, puis il y avait un joueur dans une des équipes qui était dans les estrades, puis il m'a demandé un petit peu qu'est-ce qu'on fait. J'ai parlé qu'on faisait des conférences sur le mariage, puis il est venu s'asseoir à côté de moi, puis il m'a expliqué par la suite combien son cheminement, si tu veux, que ça fait 30 ans qu'il était marié, puis juste dernièrement, là, qu'il a quitté sa femme. Ça faisait juste 8 semaines qu'il était séparé avec elle. Puis c'était exactement ce qu'on vous explique là, le cheminement. Il y a eu cet éloignement-là, aller à la dérive, là, le courant, suivre les courants de la vie. Ils étaient rendus, chacun, lui écoutait la télévision dans le sous-sol, elle en haut, des émissions différentes, ils faisaient leur vie très individualiste. Là. Puis là, il était rendu qu'il rencontre une tierce personne qu'il connaissait quand il était à l'école secondaire, puis qu'il y avait beaucoup de choses en commun. Elle, ça allait pas bien dans son mariage, puis là, il décide de quitter sa femme puis d'aller avec elle. Et ça arrive, ça c'est une famille, c'est un monsieur non chrétien, mais ça arrive dans des familles, on a beaucoup, la plupart c'est des chrétiens qui viennent nous voir, donc ça arrive même dans des mariages chrétiens aussi. Donc, comme Jerry dit, mettez votre mariage à l'abri d'un adultère en répondant aux besoins émotionnels l'un de l'autre, en travaillant pour les reconnaître, quels sont les besoins l'un de l'autre, et ensuite les remplir. Donc, on va vous montrer d'une façon concrète un exemple véritable des besoins émotionnels. OK? Ça, ce n'est pas des personnes fictives qu'on a inventées. Ça, c'est Catherine Lynn Kelly Kramer. OK? C'est mon épouse. OK? Ça, c'est ses besoins émotionnels à elle. Numéro 1. J'aimerais juste dire ici aussi que ce que vous allez voir, ma liste, la liste de Jerry, vous allez voir, c'est rapide, mais en tout cas, ça a pris, Jerry, elle l'a fait très rapidement. Moi, qui gère les choses plus lentement, ça a pris du temps pour moi. 6 mois, entre 6 mois et 1 an pour avoir ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, si demain matin, vous n'avez pas votre liste complétée, là, OK, ne paniquez pas. OK? Ceux qui pensent beaucoup plus rapide, moi, j'ai sorti de l'île avec ma liste faite et avec tous les points d'action, là. C'était déjà fait, là. Quand tu étais là. Moi, je suis sortie avec 2 de mes besoins et c'était les 2 que Larry a dit que j'avais. Donc là, j'étais. Donc, en tout cas, mais c'est ça ma liste. Donc, premièrement, c'est d'être chérie et importante ou considérée. Deuxièmement, c'est l'honnêteté et la franchise. Troisièmement, c'est la sécurité financière. Quatrièmement, c'est le leadership spirituel. Et cinquièmement, c'est l'affection non sexuelle. Et oui, ça existe, c'est pas une faute de frappe. C'est pas une faute de frappe des hommes, là. On va expliquer ça, là, l'affection non sexuelle. Là. OK? Donc, ça, c'est Cathy. C'est la personne qu'elle est. À cause de qui elle était comme petite fille, à cause de toutes les expériences qu'elle a vécues, là. Il n'y a personne sur la planète qui peut me dire, mais ça, c'est des besoins émotionnels de toutes les femmes. C'est pas vrai. Ça, c'est des besoins de Cathy. Donc, s'il y a quelque chose qui vous rejoint là-dedans, oh, OK, ça c'est bon, mais ça c'est pas moi, on va vous montrer dans quelques instants comment trouver vos besoins émotionnels. Jerry. Et voici les besoins émotionnels de Gerald Anthony Kramer. Gerald, OK. Né le 22 décembre 1958. Donc, premièrement, il m'a dit c'est l'encouragement. Deuxièmement, il m'a dit c'est l'épanouissement sexuel. Troisièmement, il m'a dit c'est l'accompagnement au loisir.
Quatrièmement, c'est une épouse attirante. On va l'expliquer si on a le temps. Cinquièmement, le dialogue ou la conversation. Ça, c'est mes besoins émotionnels. À ce stade-ci de l'après-midi, après avoir entendu l'introduction, il y a une question qui devrait brûler dans chacun de vos cœurs. OK? C'est quoi la question? Quelqu'un lève la main là. Comment les trouver? Comment est-ce qu'on peut trouver nos besoins émotionnels? N'est-ce pas, là? C'est bien beau, ça, là? Comment vous avez fait ça, là? Est-ce que vous avez trouvé ça dans une boîte de Cracker Jacks, là? Est-ce qu'ils sont en train de vendre des liches chez Costco, là? Comment on peut trouver ça? Exactement. C'est la bonne question. Et comment on peut trouver nos besoins émotionnels? Il y a encore une meilleure question. Ça faisait peut-être 58 conférences qu'on avait faites à 2h30 de l'après-midi. Je demande à la foule, c'est quoi la question? Comment on peut trouver dans chacune des 58 conférences. À un moment donné, on est à Vancouver. Il y a 400 personnes dans la place. Je dis, bon, il y a une question qui doit brûler dans vos cœurs. C'est quoi la question? Il y a un gars complètement en arrière de la salle, là. Il a sa main dans les airs. Là. Je dis, oui, monsieur, c'est quoi la question? Il dit, c'est quoi les besoins émotionnels de ma femme pour que je puisse la main? J'ai dit, wow! Ça, c'est bon. Mario, viens ici, il faut que je te donne un hug, là. En tout cas, j'ai descendu en arrière de la salle, puis j'ai dit, j'ai trouvé une nouvelle question. La question encore meilleure que c'est quoi mes besoins? C'est quoi les besoins de l'autre pour que je puisse l'aimer? Mais les deux sont valables. Donc, on va vous montrer comment les trouver. Comment peut-on déterminer ou découvrir nos besoins émotionnels? Cathy? Donc, premièrement, une des façons, c'est qu'on peut identifier les choses, les comportements, les paroles ou les attitudes que ton époux ou épouse fait ou ne fait pas, qui te blesse, te désappointe ou t'irrite. OK? Donc, je répète, identifier les choses, comportements, paroles ou attitudes que ton époux ou épouse fait ou ne fait pas, qui te blesse, te désappointe ou t'irrite. Mets un X sur la situation, creuse un peu, et voilà, le besoin émotionnel est souvent dans la situation. Donc, si vous vous chicanez, mettons, par rapport aux finances, OK, probablement un des deux a un besoin émotionnel par rapport aux finances. Si vous vous chicanez par rapport au sexe, il y a peut-être quelqu'un a besoin. Si vous chicanez par rapport au manque de temps que vous avez ensemble, puis ça revient toujours que vous vous assinez là-dessus, quelqu'un a besoin d'être importante, chérie, a besoin du temps ensemble. Identifie les choses que l'autre fait ou fait pas qui te blessent, te désappointent. Creuse en dessous, le besoin émotionnel est là. Autrement dit, si on met ça pratico-pratique, moi dans ma tête, je me disais, dans les 10 premières années de notre mariage, comment ça se fait que Cathy m'encourage jamais? Qu'elle me critique toujours et qu'elle m'encourage jamais. C'était un besoin criant dans ma vie, là, qui me blessait, qui me rendait à l'envers, là. Comment ça se fait qu'elle ne m'encourage pas? Et ça me montre l'importance de ça dans ma vie. Et là, comme on a dit tantôt, quand j'allais à l'extérieur de la maison, là, toutes les femmes pensaient que j'étais la meilleure au monde. Là. Oh, Pasteur Jerry, quand tu parles, Dieu parle à travers ta bouche à moi. Tu es un homme de Dieu. Là. Moi, je m'en vais arbitrer une game de balle molle des femmes. Là. Oh, toi, tu es le meilleur. Toi, tu es gentil. Toi, tu ouvres la porte pour nous. Merci, tu es le meilleur. Comment ça se fait que ces femmes-là m'encouragent et ça me fait du bien, mais à la maison... Comment ça se fait? Identifie les choses, creuse un peu, bingo, le besoin émotionnel est là, l'encouragement. L'encouragement. Les gens nous posent la question souvent, est-ce qu'on doit savoir d'où ça vient? Pourquoi c'est un besoin émotionnel dans notre vie? Pour nous, la réponse c'est non, pas pantoute. C'est pas important. Si on regarde en arrière dans notre enfance, souvent, on peut déterminer pourquoi, mais de le trouver, ce n'est pas important. Il y a certains ministères qui vont dire, oui, retourne en arrière, OK, prends la position de fœtus, et, pas important. Pour nous, ce n'est pas important du tout. Mais logiquement, si tu regardes, tu peux le trouver. Pour moi, ça, c'est évident. On était 9 enfants. 9 enfants. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que papa n'était pas à la maison souvent.
Savez-vous pourquoi il n'était pas à la maison souvent? Il travaillait. Sais-tu pourquoi il travaillait? Il travaillait pour qu'on puisse manger, pour que je puisse avoir un gant de baseball, pour que je puisse avoir un bicycle. Et je suis reconnaissant pour ce que mon papa a fait. Mais il n'était pas là dans ma vie. Il n'était pas là à mes matchs de baseball pour dire « Je suis fier de toi, Jerry. Puis c'est bon, c'est bien fait aujourd'hui. » Et il y avait un manque. Dans ma vie, là, il y avait un manque de ça. Il y avait un petit garçon qui avait besoin d'être encouragé. Ça, c'est mon profil à moi. Ça, c'est pas la vôtre, vous ne pouvez pas l'avoir. OK? Ça, c'est la mienne. Ça, c'est mon histoire. C'est d'où je viens. C'est créé par notre profil de vie qui est unique à nous. Moi, j'avais un manque d'encouragement terrible. Même quand je voyais des films, là, quand j'étais plus jeune, là, puis je voyais que ça finissait, là, que le père, il marchait avec son bras autour du fils, là, puis il marchait vers le coucher de soleil, là, ça me fâchait. Je dis, c'est pas la vraie vie, ça, là. Mon père, il passe pas de temps avec moi, là, individuel, là, jamais, là. Fait que ça révèle. Mais si on le trouve ou on ne le trouve pas, c'est pas important. Et moi, j'ai juste mon besoin d'honnêteté aussi, je le vois dans mon enfance, dans le sens que j'étais élevée dans une atmosphère où mon père, j'étais souvent mis dans des situations, mettons, d'aller au cinéma, puis j'avais 13 ans, puis mon père a dit, pour ce soir, tu as 12 ans. Parce qu'à l'époque, là, si tu avais moins de 13 ans, si tu avais 12 ans ou moins, c'était gratuit, le cinéma. Vous vous rappelez? En tout cas, puis c'est ça, puis je me souviens d'avoir senti un peu très insécure dans le cinéma, de penser que quelqu'un va venir me chercher par le cou, là, puis il va me mettre dehors. Puis j'avais cette crainte-là. Donc là, à fur et à mesure, puis d'autres situations pareilles, j'ai vu que c'est tellement important pour moi, l'honnêteté, ça me donne une sécurité, je me sens bien quand je sais exactement qu'est-ce qui se passe, puis tout est clair. Donc, voici une deuxième façon que vous pouvez trouver vos besoins émotionnels. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez finir la phrase qui dit « Si mon époux ou épouse m'aimait vraiment, il ou elle ferait telle chose. » Autrement dit, ça c'est l'amour pour moi. Voici mon cœur, voici qui je suis, voici comment je ressens l'amour. Ça c'est l'amour pour moi. Si il ou elle m'aimait vraiment, il ou elle ferait ça. Cathy disait dans son cœur pendant des années, si Jerry m'aimait vraiment, il me montrait que je suis importante et il me mettrait en avant des autres choses dans sa vie. Si l'autre m'aime vraiment, il fera cela pour moi. Ça va révéler c'est quoi tes besoins émotionnels. Maintenant, mesdames, j'ai parlé au monsieur tantôt, là, OK? Les yeux en avant, les madames, OK? C'est la première fois aujourd'hui que je dis les madames, OK? Je suis en train de généraliser un peu, parce que dans notre relation d'aide, quand on explique ça, souvent, la madame, elle a une réaction, OK? On commence au début avec la fondation biblique, tout ça, on explique, puis je vois les lumières s'allumer partout. Oh, ça c'est bon, oh, ça c'est nouveau, oh, ça nous donne de l'espoir pour notre relation. Tout va bien, c'est super là. Puis là, on arrive là, puis quand elle voit ce slide-là, elle dit, ouais, si je suis obligé d'y expliquer, là, ça vaut même pas la peine, là. Il devrait savoir, OK? Ma question, mesdames, c'est comment on devrait savoir, OK? Comment on est supposé de savoir? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? On peut pas lire dans les pensées, là. OK? Il faut nous le dire. Il n'y avait personne en arrière de l'Église, quand on s'est mariés, là, qui a donné un manuel, là, qui a dit, voilà, c'est comme ça que tu vas aimer ta femme, là. Personne. Personne. Il faut se le dire. Il faut s'éduquer au niveau de notre cœur. Vous dites, oui, mais dans les fréquentations, on explique tout ça. C'est pas vrai. Dans les fréquentations, là, on va au cinéma, puis on dit, nous autres, on s'offense pas, puis OK? C'est très superficiel, souvent, les fréquentations. Moi, je savais toutes sortes de choses sur Cathy quand on s'est mariés. Je savais sa couleur préférée, son nez préféré, son film préféré, OK? Mais quand tu es dans des troubles, dans des eaux profondes, mais sa couleur préférée, c'est le bleu, ça aide pas beaucoup, là, OK? Puis le mets chinois, là, ça va pas loin non plus. Ça aide pas beaucoup. Il faut l'expliquer. C'est le temps de la pause, là. Vous avez besoin de rire, là? Non, attendez, là, OK? Écoutez, là. OK? À notre honte,
on va vous expliquer quelque chose. C'était en thérapie après 28 ans de mariage qu'on a dit l'un à l'autre, voici mon cœur, peux-tu m'aimer de cette façon-là? OK? Et ce qu'on a fait à ce moment-là, au niveau des besoins émotionnels, OK? C'était 28 ans en retard. Au niveau physique, au début de notre mariage, OK? Dans les 6 premiers mois, dans la première année, on était tous les deux chrétiens quand on s'est mariés, puis on était tous les deux vierges, OK? Bravo, félicitations, là. On a marché dans les voies de Dieu. Mais quand tu te maries, là, puis tu es vierge, là, OK, puis ton père t'a pas parlé pendant 2 secondes, là, OK, tu dis, ben, comment on prend ça, là? Oh, mais c'est tout naturel. Oh, oui, vraiment, là, OK? Puis Cathy n'a pas expérimenté un orgasme pendant les 2 premières années de notre mariage, là. À un moment donné, elle a dit, wow, time out, là, OK? Je vais te donner un cours, là. On s'est assis là, un jour, là, on a pris un livre, Intended for Pleasure, par le docteur Ed Wheat, là, avec des diagrammes. Là. Oh, wow, regardons ça, là. OK. Puis, elle avait un miroir. Puis, elle a dit, je vais te donner un explication. OK. Là, elle a dit, c'est ça, le clitoris. Oh, clitoris, OK. Elle a tout expliqué, là. Wow. Ce qu'on a fait au niveau physique, on n'a jamais fait au niveau émotionnel. C'est-tu à l'envers? C'est-tu à l'envers, là? OK? On n'a jamais expliqué l'un à l'autre, voici mon cœur, peux-tu m'aimer de cette façon-là? Aujourd'hui, vous l'entendez. Après la pause, on va aller la personnaliser. Vous allez commencer à faire vos listes à vous, là, avec des exemples qu'on donne. Et vous allez, OK, mettre ça, copie à votre mariage, parce que notre histoire, ce n'est pas votre histoire. Il faut l'appliquer à votre mariage, comme ça fit pour votre mariage. Et quand on fait ça, et ensuite on commence à répondre aux besoins, là, une relation, là, ça va prendre un envol, là, comme ça se peut pas, là. Et c'est ça que Dieu voulait depuis le début. Mais malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas connu dans nos églises. On entend dans les conférences, personne ne nous a parlé de ça. Pourquoi on n'a jamais expliqué ça? J'ai pris le cours de préparation au mariage, là, qu'on faisait pendant des années, là, qui était toute la théorie que je trouvais dans les livres, là, une citation de lui, une citation de ça. En revenant à la thérapie, j'ai pris le cours, là, j'ai fait, j'ai déchiré ça, j'ai mis ça dans la poubelle. Et aujourd'hui, on enseigne aux couples cela. On passe 4 sessions avec eux, on dit, Robert, ça c'est des besoins émotionnels de Carole. Carole, ça c'est des besoins émotionnels de Robert. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager pour le restant de votre vie à répondre à ces besoins émotionnels comme ça? Il y a à peu près 20% des couples qui disent non, puis ils ne se marient pas. Ça, c'est une bonne affaire. Une bonne affaire. On vient de sauver 20% des divorces. Parce que le mariage, c'est de dire, voici qui je suis, est-ce que tu peux m'aimer de cette façon-là? OK? Donc, on vous laisse au bon moment, parce que après la pause, on va la personnaliser encore plus pour votre situation. OK? On prend de l'air.